La structure pariétale de la vessie, celle de l'urètre, leur innervation végétative complexe explique que ce viscère pelvien, que je vais représenter sur une coupe frontale passant chez la femme, où l'on retrouve les deux os iliaques droit et gauche, avec les foramènes obturés par la membrane obturatrice et par les structures musculaires que sont, dans le prolongement du muscle iliopsoas vers le haut, le muscle obturateur interne. L'obturateur interne, sur l'aponévrose duquel va venir s'implanter le muscle releveur de l'anus, celui qui va vers le bas constituer le plancher pelvien, constituer l'entonnoir des releveurs, constituer la sangle des releveurs. Les releveurs vont déterminer sur l'obturateur interne l'arcade d'épaississement des releveurs. Au-dessus de ces muscles, nous sommes dans la cavité pelvienne, en dessous, nous sommes à l'aplomb du périnée. Et la vessie va être prolongée vers le bas par l'urètre, qui vient s'aboucher à l'aplomb du périnée antérieur par l'orifice urétral au voisinage des structures périnéales superficielles représentées ici sur la moitié droite par les formations vulvaires labiales. Au-dessus de la vessie, couché en antéflexion, voici le corps de l'utérus, et à la face postérieure de la vessie arrivent les deux urtères qui vont s'aboucher par leur orifice en bec de flûte et qui va délimiter avec le col vésical une surface particulièrement importante qui sera le trigone vésical, qui sera le triangle de Lioto. Ces structures sont bien sûr en situation sous et extra-péritonéale, le péritoine se réfléchissant à l'aplomb des cul-de-sac vésico-utérins et remontant ensuite latéralement pour rejoindre le péritoine pariétal. Ce péritoine est sous-tendu par les lames hypogastriques qui, sur l'aponévrose du releveur, déterminent le fascia pelvis, l'arc endopelvien. En dessous des releveurs, nous sommes à l'aplomb du prolongement ventral de la fosse iliorectale et l'urètre va être marqué par la présence du sphincter strié volitionnel de l'urètre contenu dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne qui va servir de voie d'apport du pédicule pudendal, le nerf honteux interne, assurant l'innervation motrice, entre autres de ce sphincter strié, mais assurant aussi l'innervation sensitive cutanée, de même qu'il va assurer l'innervation motrice des structures périnéales superficielles annexées aux organes érectiles que sont la racine du corps caverneux latéralement et le bulbe vulvo-vaginal médialement, chacun étant entouré par le muscle ischio-caverneux et par le muscle bulbo-caverneux, recouverts qu'ils sont par l'aponévrose périnéale superficielle. C'est également le nerf pudendal qui va assurer l'innervation motrice des muscles ischio et bulbo-caverneux, alors que le levator ani sera innervé par sa face supérieure à partir de la racine S2 et de la racine S3, ces structures nerveuses étant ici complétées par le nerf obturateur et le nerf fémoral. L'urtère qui arrive à la face postérieure de la vessie est en situation extra-péritonéale, bien sûr, et voilà en place tous les acteurs de ces problèmes de stase, de position de la vessie. En effet,
chez la femme tout particulièrement, après la dilacération du releveur qui suit quelques manœuvres obstétricales, on va avoir une chute, une ptose qui est à l'origine de tous les prolapsus, de cystocèle, d'urétrocèle, car le col de la vessie va être marqué par un sphincter lisse qui a une autonomie de 15 millibars en quelque sorte et qui, tant qu'il est en situation pelvienne, va assurer la continence urinaire. Lorsque le prolapsus, lorsque le cystocèle, l'urétrocèle apparaît et que ce sphincter lisse descend en situation extrapelvienne, en position périnéale, eh bien, vont apparaître les fuites au cours des efforts de toux, des efforts de rire, des efforts de lever. Et c'est tout ce qui va justifier les interventions de Pexy pour essayer de remettre en situation pelvienne le sphincter lisse du col vésical, que ce soit les bandelettes ou les autres TVT. La structure musculaire de la vessie va être caractérisée tout d'abord par le trigone. Et sur une vue de la face postérieure de la vessie, qui a été ici incisée, avec toujours les mêmes repères, la portion crâniale et le côté latéral droit, la face postérieure qui marque l'arrivée des deux uretères qui, traversant l'épaisseur de la face postérieure, s'ouvre ici par cet orifice où nous avons volontairement récliné vers le haut une partie de la muqueuse vésicale afin de découvrir la texture musculaire de cette zone trigonale. Ce sont en effet les fibres musculaires urétérales, lisses, longues, qui vont s'étaler en trois faisceaux. Un faisceau supérieur qui va, rejoignant le faisceau contralatéral, constituer le muscle interurétéral de Mercier ou le muscle interurétérique de Bell. Un faisceau inférieur dont les fibres irradient jusqu'au voisinage du col vésical et des faisceaux moyens qui vont s'étaler en éventail et qui vont donner à cette zone trigonale, à ce triangle de Liotto, une particularité musculaire et une innervation aussi spéciale sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Le reste de la vessie va présenter dans sa texture, avec toujours la même orientation sur une vue de profil, une couche musculaire qui constitue le détrusor vésical, formé par trois types de fibres musculaires lisses. Premièrement, les fibres les plus superficielles, qui sont les fibres les plus longitudinales externes, caractérisées par un faisceau ventral et par deux faisceaux latéraux, ici latéral gauche, puis esquissé vers la droite le faisceau latéral droit, et par un faisceau longitudinal postérieur qui va se glisser entre l'abouchement des deux uretères. De la face postérieure, nous allons remarquer ici les deux orifices urétériques en bec de flûte. La deuxième couche musculaire est lisse, toujours, la couche circulaire, qui est formée de fibres qui vont être de plus en plus denses au fur et à mesure que l'on se rapproche du col vésical et qui vont entrer dans la constitution de ce col vésical, encore que ce dernier est une structure complètement dépendante, d'ailleurs une innervation dépendante du reste du muscle vésical, avec tout particulièrement l'absence de fibres conjonctives entre les fibres longitudinales, entre les fibres circulaires lisses de cette couche moyenne. Il est d'ailleurs chirurgicalement conseillé d'inciser transversalement la vessie pour ne pas rompre ces fibres circulaires. Enfin, la troisième couche est certainement l'une des plus importantes fonctionnellement dans ce détrusor vésiqué, est constituée par la couche la plus profonde, qui est une couche plexiforme, dont la contraction va assurer la vidange totale de ce sac vésical. La jonction entre la vessie et l'urètre
la jonction de la zone cervicale de la vessie a donné lieu à de nombreux travaux et tous les auteurs ne sont d'ailleurs pas d'accord sur la texture musculaire de cette jonction. Selon Gilles Vernet, sur la vessie de profil prolongée par l'urètre vers le bas, la couche longitudinale la plus superficielle viendrait autour de l'urètre s'enrouler pour constituer des fibres qui sont en spirale et descendent tout le long de l'urètre. Pour Jung et pour Hayes, au contraire, toujours avec la même orientation, la jonction vésico-urétrale est caractérisée par la réflexion des fibres longitudinales en deux types de faisceaux qui constituent des anses, une anse antérieure et une anse postérieure dont la contraction assurerait l'étanchéité de cette zone cervicale. Pour ce qui est des fibres dilatatrices de la jonction vésico-urétrale, ces fibres vont appartenir à la partie postérieure aux fibres du trigone vésical évoqué tout à l'heure, vont appartenir latéralement et ventralement aux fibres lisses du détrusor vésiqué, et ceci va permettre d'ouvrir l'entonnoir vésical qui va être indispensable pour la miction. En effet, il existe un angle ici avec l'abouchement des orifices urétéraux vers le haut, et lors de la contraction des fibres du trigone vers le haut, des fibres du détrusor latéralement et ventralement, eh bien, l'angle va se fermer, le fond de la vessie va remonter, l'angle alpha qui est ici marqué va ainsi permettre l'alignement de la vessie avec l'axe urétéral, et vers le haut et vers l'arrière, la contraction des fibres trigonales va fermer l'orifice urétéral et empêcher le reflux vésico-urétéral. Ces structures sont maintenant complétées par l'urètre. Et je vais, sur un premier schéma, mettre en place une vue périnéale de l'urètre de la femme, tout d'abord, dans la moitié ventrale du périnée, dont voici le côté latéral droit, la symphyse pubienne vers l'avant et les tubérosités ischiatiques vers l'arrière. Nous allons retrouver le ligament prépubien, renforcé à sa face inférieure par le ligament arqué sous-pubien, et nous allons retrouver ici l'orifice urétral juste en avant de l'orifice vulvo-virginal, ce dernier jouxtant le noyau fibreux central du périnée, véritable clé de voûte périnéale sur laquelle, transversalement, viennent s'insérer les deux muscles transverses profonds du périnée. Issus du sphincter cloacal primitif, condensé autour des deux orifices urinaires et génital, voici le sphincter vulvo-vaginal en arrière et le sphincter strié de l'urètre vers l'avant. Ces structures sont emballées dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne qui, à la partie antérieure, va s'épaissir pour constituer le ligament transverse de Henle, et ce dernier va alors délimiter avec le ligament arqué sous-pubien médian l'orifice de pénétration ici des veines de Cobelt et des veines dorsales du clitoris, formation érectile qui est annexée au périnée antérieur. Au contraire, posé sur le feuillet superficiel de l'aponévrose périnéale moyenne, vont maintenant apparaître les deux structures éréctiles que sont le bulbe vulvo-vaginal dans l'épaisseur de la petite lèvre et la racine du corps caverneux du clitoris étalée sur toute la longueur de la branche ischio-pubienne. Et ces structures vont être, elles aussi, emballées par les muscles bulbo-caverneux d'une part, ischio-caverneux d'autre part,
Et elles seront, que ce soit pour les structures profondes ou pour les structures superficielles, toutes sous la dépendance du nerf pudendal, du nerf honteux interne issu des racines S2, S3 et S4. Voici comment se présente ce périnée antérieur de la femme, avec cet orifice urétral qui est là, et pour bien en montrer la structure, je vais mettre en place une coupe sagittale selon le plan AB, qui va nous permettre, la portion ventrale et la portion crâniale étant dans ce plan, de retrouver la symphyse pubienne vers l'avant et en arrière la vessie, la zone du col vésical et l'urètre, avec l'abouchement de l'orifice urétral juste en dessous de la racine du clitoris. Voici le capuchon cutané du clitoris, voici vers l'arrière la continuité vulvaire. Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, la couche la plus profonde du détrusor, la couche qui est grillagée, va descendre dans l'épaisseur de la paroi de l'urètre. La couche qui est circulaire va, elle, au contraire, s'épaissir à l'aplomb du col vésical, du sphincter lisse vésico-urétral, et la couche longitudinale, superficielle, va elle aussi descendre, se réfléchissant vers l'avant pour se prolonger avec les ligaments pubo-vésicaux qui vont venir former le hamac qui va sous-tendre la loge vésicale vers l'avant, délimitant, comme nous l'avons dit, l'espace du plexus rétrosymphysaire de Santorini, où se drainent les veines dorsales du clitoris et les veines de Cobalt, et vers le bas, donc, l'abouchement de l'urètre est caractérisé par ce sphincter strié volitionnel de l'urètre, qui est au voisinage, vers l'arrière, du sphincter vulvo-vaginal, qui ne nous intéresse pas ici. Ces structures, comme nous l'avons montré, sont contenues dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne, qui s'épaissit là pour former le ligament transverse de Henle en dessous du ligament arqué sous-pubien médian. Le sphincter strié de l'urètre va maintenant remonter dans l'épaisseur de la paroi urétrale, ici, et va mêler ses fibres à celles longitudinales venues de la vessie, mêler ses fibres aux certaines fibres circulaires lisses, avec là, du point de vue innervation, une dualité somatique et splanchnique entre cette double musculature. Vers l'arrière, nous sommes bien sûr à l'aplomb du fascia de Alban, qui est la plongée péritonéale qui a séparé la loge vésicale de la loge vaginale avec ce cul-de-sac vésico-vaginal. La même coupe et le même schéma périnéal vont maintenant être faits chez l'homme, avec tout d'abord la vue périnéale de la moitié droite, de la portion périnéale ventrale, qui est la seule qui nous intéresse, avec la symphyse pubienne vers l'avant, comme chez la femme, avec les ligaments prépubiens, le ligament arqué sous-pubien médian, et avec l'orifice urétral, qui nous permet de projeter maintenant l'urètre masculin qui vient en arrière donner le cul-de-sac bulbaire. Cette formation jouxte en arrière le noyau fibreux central du périnée, comme chez la femme, sur lequel, comme chez la femme, vient s'implanter le muscle transverse profond du périnée. Autour de l'orifice urétral est venu se condenser, comme chez la femme, le sphincter strié de l'urètre, et certains, comme Guthrie, ont voulu décrire certaines fibres d'un transverse superficiel qui viendraient rattacher transversalement le sphincter de l'urètre. Ce sphincter urétral est contenu dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne, comme le transverse profond du périnée en arrière, et c'est
sur cette aponévrose périnéale moyenne, épaissie en avant sous la forme du ligament transverse de Henle, que vont venir se poser les structures érectiles annexées, que sont d'une part le bulbe périurétral, que nous représentons sur la moitié gauche du schéma, et d'autre part la racine du corps caverneux de la verge, qui va vers l'avant glisser pour passer à la face dorsale, ici, du pénis. Ces deux structures, le bulbe périurétral et le corps caverneux de la verge, sont entourés, bien sûr, par les muscles bulbo-caverneux et par les muscles ischio-caverneux. Et le muscle bulbo-caverneux va avoir chez l'homme une importance qu'il n'a pas forcément chez la femme, car il va être responsable du classique coup de piston de Janet qui, à la fin de la miction, permet de vidanger, de vider l'urètre postérieur de l'homme, ce que ne peut pas faire la femme. Ces structures, avec, comme chez la femme, l'arrivée de la veine dorsale de la verge en arrière et par l'orifice ménagé par le ligament transverse de Henle et le ligament subarcuatum, ces structures sont innervées par le nerf pudendal, par le nerf honteux interne, que ce soit les formations profondes ou les formations périnéales superficielles, et ceci que ce soit pour l'innervation motrice et pour l'innervation sensitive somatique. Cette vue va être complétée par une coupe sagittale médiane, passant par CD, qui va nous permettre de retrouver, avec toujours la même orientation, la portion crâniale et la face ventrale, en arrière de la symphyse pubienne, la vessie, avec le col vésical, avec l'urètre qui, chez l'homme, va présenter une première portion prostatique dans laquelle se trouve la dilatation du verrucum montanum, et en arrière, le bulbe urétral, l'urètre pénien ensuite étant entouré par le corps spongieux périurétral que nous schématisons de la sorte. Le col de la vessie est par ailleurs marqué par la prostate, dont voici le lobe antérieur, et en arrière, beaucoup plus volumineux, le lobe postérieur, traversé qu'est ce dernier de chaque côté par les voies spermatiques sous la forme du canal éjaculateur qui fait suite aux vésicules séminales que nous esquissons vers le haut et vers l'arrière. La structure pariétale de la vessie permet, comme chez l'homme, de retrouver la couche criagée profonde du détrusor qui va descendre aussi dans l'épaisseur de l'urètre prostatique, permet de retrouver la couche circulaire moyenne qui va s'épaissir pour constituer le sphincter lisse, le sphincter profond, le sphincter du col vésical et dont les fibres vont elles aussi descendre sur la hauteur de l'urètre prostatique, tandis que les fibres lisses longitudinales superficielles vers l'avant se réfléchissent en direction des ligaments pubo-vésicaux qui ferment la loge vésicale vers le bas et vers l'arrière vont elles aussi se perdre dans l'épaisseur de la paroi de l'urètre prostatique. L'urètre membraneux qui fait suite à l'urètre prostatique est caractérisé par le sphincter strié de l'urètre qui lui aussi va maintenant envoyer des fibres circulaires, des fibres qui sont volitionnelles, qui remontent dans l'épaisseur de la loge prostatique. D'ailleurs, la prostate, embryologiquement, s'est développée à partir du 4e mois de la vie intra-utérine, à partir des bourgeons urétraux, et elle a poussé au milieu du sphincter strié qui était déjà différencié à ce stade. Ce sphincter strié est emballé, comme nous l'avons dit, dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne, qui vers l'avant s'épaissit pour former le ligament transverse de Henle, lequel, avec le ligament subarcuatum, avec le ligament
arqué sous-pubien médian, ménage l'espace de drainage dans le plexus de Santorini, rétro-symphysaire, des veines dorsales de la verge. En arrière, nous nous retrouvons avec le feuillet péritonéal qui a lui aussi plongé pour induire vers l'arrière ce qui va constituer l'aponévrose de Denonvillers, qui va fermer vers l'arrière la loge prostatique et qui rejoint l'éperon péritonéo-périnéal primitif de Kölliker. Il y a donc ici, entre l'urètre prostatique et l'urètre membraneux, une portion où le sphincter strié remonte, mais chirurgicalement, il est difficile de le voir et ainsi d'en éviter la lésion. Le troisième chapitre important de cette anatomie structurale et fonctionnelle de la vessie va maintenant intéresser l'innervation de la vessie. L'innervation va être double, bien sûr, en commençant par l'innervation sensitive, où sur la moitié gauche du schéma, je représente la vessie avec l'urètre, avec le sphincter strié volitionnel de l'urètre, avec le sphincter lisse, l'hypertrophie des fibres musculaires lisses de la couche moyenne de la vessie, le col vésical, et avec le plan du muscle levator ani, du plancher pelvien, du releveur de l'anus. Les corpuscules de la viscérosensibilité sont essentiellement les corpuscules orthosympathiques. Mais, pour Kencuré, il y aurait même des corpuscules parasympathiques qui capteraient la sensibilité viscérale. Celle-ci va descendre dans l'épaisseur de l'urètre et va rejoindre maintenant les corpuscules de la sensibilité somatique urétrale, qui sont de la sensibilité extéroceptive, d'une part, et de la sensibilité proprioceptive musculaire, du muscle releveur de l'anus, des muscles bulbo-caverneux, ischio-caverneux et surtout du sphincter strié de l'urètre. À la face postérieure de la vessie, nous allons rappeler ici, embroché sur l'urtère, le plexus hypogastrique inférieur de Ovelac, le ganglion de Lee et Frankenhauser, et mettre en place un des relais de la chaîne orthosympathique latérovertébrale. La portion basse de la moelle épinière est ici figurée à l'aplomb des racines S2, des racines S3 et des racines S4, dont les fibres efférentes vont entrer dans la constitution du nerf pudendal que nous schématisons de la sorte, nerf du périnée. La sensibilité au niveau des voies centrales maintenant est donc représentée par les fibres orthosympathiques pour ce qui est de la sensibilité viscérale qui passe par la chaîne orthosympathique latérovertébrale, qui viennent faire relais à l'aplomb de la moelle sacrée, mais qui vont également remonter maintenant vers la chaîne orthosympathique latérovertébrale thoraco-lombale. En effet, le centre de la sensibilité vésicale siège entre T9 et L4 à l'aplomb du centre qui a été décrit par Leermans ici, et si je schématise une partie de la coupe de la moelle de T9 à L4, nous pouvons donc expliquer par les ramis communicantes la projection de ce centre viscérosensible orthosympathique important entre T9 et L4. Beaucoup plus haut, si je représente maintenant le tronc cérébral avec ses trois étages, avec le cortex cérébral au-dessus et vu par transparence le thalamus et en dessous l'hypothalamus, la zone de la réticulée de l'étage du tronc cérébral va filtrer les informations viscérosensibles qui vont monter jusqu'à l'aplomb de l'hypothalamus, qui apparaît comme l'un des centres essentiels de la perception vésicale suprasegmentaire.
les lésions de la substance réticulée, dans les traumatismes crâniens en particulier, expliquent alors les troubles vésico-sphinctériens. La sensibilité somatique, que ce soit la sensibilité somatique extéroceptive, que ce soit la sensibilité somatique proprioceptive, va passer par le nerf pudendal, va arriver à l'aplomb de la moelle sacrée et va décussant pour monter dans les étages suprasegmentaires, traversant elle aussi la substance réticulée du tronc, faire relais cette fois dans le thalamus, ce grand filtre de toutes les sensibilités, et de là être projeté sur la pariétale ascendante en regard du lobule paracentral moteur qui est en face. Pour ce qui est de la motricité, nous allons sur la moitié droite de ce schéma remettre en place la vessie avec l'urètre, avec autour de l'urètre le sphincter strié, volitionnel, avec le plancher pelvien représenté par le muscle levator-ani, avec le sphincter lisse du col vésical et avec une structure particulière ici en arrière, le trigone vésical. À la face postérieure, nous allons rappeler, comme tout à l'heure, le plexus hypogastrique inférieur de Ovelac, embroché qu'il est sur l'urétère, qui s'abouche à la face postérieure de la vessie. Voici la face ventrale. Les voies de la motricité sont tout d'abord les voies viscérales. Et nous allons remettre en place, à partir de S2, de S3 et de S4, l'origine du nerf pudendal, car les centres vésico-spinaux de Budge, parasympathiques, siègent entre S2 et S4, et les fibres vont emprunter ici le nerf pudendal, puis vont rejoindre le plexus hypogastrique, et vont maintenant, arrivant à la face postérieure de la vessie, assurer l'innervation suivante. Ce système parasympathique est moteur pour le détrusor, alors qu'il est inhibiteur pour le sphincter lisse du col vésical. C'est donc lui qui va assurer la vidange vésicale en ouvrant le col et en contractant en particulier la couche profonde grillagée de la vessie, celle dont l'hypertrophie chez l'homme délimite ce que l'on appelle les vessies à colonne en cystoscopie. L'innervation motrice splanchnique, orthosympathique, celle-là, à partir du centre de l'Irmons de T9 à L4, va, là encore, empruntant la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale, descendre, passer par le plexus hypogastrique et, sur la vessie, assurer au contraire un état de réplétion, un état de remplissage de la vessie, en étant inhibiteur des fibres lisses de la vessie, alors qu'au contraire, il est stimulateur pour les fibres du trigone et pour les fibres circulaires du col, assurant l'étanchéité du col vésical. La lésion du système orthosympathique explique ainsi les dysfonctionnements, une partie des dysfonctionnements rencontrés dans cette jonction du col vésical. À la partie supérieure, nous allons remettre en place le cortex avec les structures thalamiques et hypothalamiques, la substance réticulée du tronc cérébral, pour rappeler que dans l'hypothalamus siégeraient deux centres qui interviennent dans le contrôle vésical, un noyau hypothalamique ventral qui serait responsable de l'hypotonie vésicale et au contraire un noyau hypothalamique dorsal qui serait responsable de l'hypertonie de cette même paroi vésicale. Pour ce qui est de l'innervation somatique, elle va bien sûr dépendre
de la frontale ascendante par la voie pyramidale en regard du lobule paracentral. Elle est en relation avec la zone somatosensible évoquée tout à l'heure en arrière et va expliquer justement l'attitude mictionnelle différente chez le petit garçon et chez la petite fille. La voie somatique volutionnelle qui va décusser au niveau du tronc cérébral va descendre, traverser là encore la réticulée et arriver à l'aplomb de la moelle, faire relais en regard des racines S2, S3 et S4. Pour ce qui est des racines S2 et S3, va venir prendre en charge le releveur de l'anus. Pour qu'il y ait des racines S2, S3 et S4, par le nerf pudendal, prendre en charge le sphincter strié et les muscles annexés à l'érection, tout particulièrement chez l'homme, le muscle pulbo-caverneux. Toutes ces structures, vous le voyez, passent par un carrefour neurologique qui est le plexus hypogastrique, et ce dont on peut se méfier, c'est de l'électrostimulation de certaines racines, en particulier de la racine S3, car on peut comprendre alors que lorsque les ondes d'électrostimulation empruntent cette racine, on stimule à la fois le soma, à la fois le splanchnos, à la fois le système parasympathique et le système des sensibilités. C'est ce qui justifie peut-être les résultats discordants que l'on peut rencontrer dans ce type d'intervention.